Là, on est plutôt dans une histoire de tripartition, Ouais. États-Unis, Russie, Chine, avec d'autres nouveaux entrants qui veulent rentrer dans la compétition des empires. On voit bien qu'il y a une tentative de recolonisation pour les terres rares, et puis nous, en même temps, on subit une autre recolonisation à l'envers par l'immigration. Donc on est dans une situation qui est très très complexe. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application et chers abonnés de notre chaîne YouTube qui êtes toujours plus nombreux à revenir chaque semaine nous rendre visite. Bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, Pierre Lelouch. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes ancien député, vous avez été membre du gouvernement, vous êtes un spécialiste des relations internationales, vous avez été aussi diplomate. Vous sortez un livre qui s'appelle Engrenage, un mot terrible, aux éditions Odile Jacob, un mot qui qualifie la guerre en Ukraine, quand on lit... la guerre en Ukraine et le basculement du monde. Et le basculement du monde. Mais... Parce qu'en faisant cette guerre dont on déclaré de l'OTAN contre la Russie, on a fait en sorte de concrétiser le cauchemar de mon vieux maître Harvard, Kissinger. Son cauchemar, c'était une alliance entre la Chine et la Russie. Tout ce qu'il a essayé de faire à l'époque, rappelez-vous, c'était de sortir la Chine. Il partait aussi, c'est vrai, en 1969, il y avait un conflit quasi militaire entre la Russie et la Chine. Tout le monde a oublié. Ouais. Maintenant, ils sont alliés. Et ça, c'est un problème, parce que... C'était aussi l'obsession de Zbigniew Brzezinski dans le grand échiquier. C'est la pièce fondamentale, elle est là. Alors, le problème, c'est que les Chinois ont trouvé le moyen, avec l'organisation de Shanghai, l'OCS, et les fameux BRICS, ils ont trouvé le moyen maintenant d'organiser ce qu'ils appellent la majorité mondiale autour d'eux, avec des systèmes d'aide, de valeurs, etc., qui sont anti-occidentales. On ne va plus vous embêter sur les droits de l'homme, on respecte votre souveraineté, faites ce que vous voulez chez vous, et on va échapper au dollar en faisant des échanges dans une autre monnaie, comme ça on échappe aux sanctions. Moi j'avais travaillé à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais celui qui, le premier en France, a ouvert le débat sur l'extraterritorialité du droit américain. Mais l'extraterritorialité des sanctions s'appuie sur le dollar. Donc si vous ne voulez pas des sanctions, il faut contourner et utiliser d'autres monnaies. Commercer en dollars. Et c'est ce qui se passe. Allez, petit à petit, on voit émerger un contre-système post-occidental. Et c'était ça qui était dans la version initiale de mon livre, en disant attention, les Américains qui arrivent, c'est-à-dire l'équipe de Trump, va être encore plus rude par rapport à nous les Européens. On va être les grands perdants, les grands cocus de cette histoire, ça va être l'Europe de l'Ouest. Et c'est ce qui se passe. Sauf que, et ça c'est ce que je mets dans ma postface dans l'édition de poche, c'est que j'avais sous-estimé l'ampleur de la révolution trumpiste. Parce que Trump, c'est pas seulement la doctrine Monroe, c'est que l'Amérique avec Trump est devenue révisionniste, exactement comme les Chinois ou les Russes. Quand le système international ne me convient pas, je m'assois sur le système international. Je veux garder l'Ukraine, je fais la guerre en Ukraine. Je veux Taïwan, je fais un blocus total de Taïwan, histoire de montrer que vous ne pouvez pas entrer. J'ai besoin du Groenland, je prends le Groenland. J'ai besoin de Panama, je prends Panama. Et le Venezuela m'ennuie, j'enlève le dirigeant du Venezuela. Et on est dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'on a maintenant une tripartition du monde, de retour des grands empires, à la recherche des terres rares, du pétrole, du gaz, mais sans même se cacher. Et au milieu, vous avez une bande de lapins européens qui continuent à faire des normes, écrire des normes, et qui ne pensent qu'à une chose, c'est l'élargissement. On est en train, par exemple, la commission, la dernière en date de la commission, moi je critique ça dans le livre, que l'élargissement soit l'horizon indépassable de l'Europe, c'est une dinguerie, c'est une folie. Au contraire, il faut rassembler les plus forts et essayer de leur donner une capacité de défense efficace. Non, on va élargir à 40 pays, on va prendre tous les Balkans, on va prendre toutes les zones de guerre possibles, y compris la Géorgie, allons-y. Et l'Ukraine aussi, l'Ukraine dans le cadre du processus de paix. Sans penser aux agriculteurs et les catastrophes que ça peut... Oui, bien entendu. Mais, je pense à ça, parce que c'est d'actualité. Pour les agriculteurs, c'est évidemment catastrophique, mais ils ne sont absolument pas capables de rentrer dans l'Union. Il faudrait d'abord guérir la maladie de la corruption qui a explosé pendant la guerre. Enfin, je veux dire, regardez,
où on est Zelensky était obligé de se séparer de la plupart de ses ministres, qui avaient tous pris de l'argent. La question des armes aussi, les 600 000 armes qui ont disparu depuis 2022. Il y a beaucoup d'évaporation, ouais. Ça c'est sûr. Et puis, Yarmak, évidemment. Et 200 000 déserteurs reconnus dans l'armée ukrainienne. Donc on a une situation qui ne peut pas durer très longtemps. Il vaudrait mieux essayer de calmer tout ça avant que l'Ukraine ne perde davantage. Bien sûr. Mais on est dans ce moment où la situation en Europe n'est pas du tout réglée. Elle est, à mon avis, elle va entraîner pour les Européens de l'Ouest de très graves déconvenues, et on va se rendre compte que l'Union européenne risque de ne pas survivre à ce qui est en train de se passer. Il faut toujours se rappeler l'histoire. L'histoire, c'est que le marché commun, la CECA, la conférence de Messine en 1955 n'ont été possibles que parce que la question du réarmement de l'Allemagne avait été réglée l'été précédent, en 1954, à l'Assemblée nationale française. Donc, ce qui s'est passé dans les années de la guerre de Corée et de la guerre froide, c'est que les Américains sont revenus en Europe. La charte atlantique, signée en 1949, est devenue une alliance militaire. Et à partir du milieu des années 50, un socle de sécurité a été bâti en Europe de l'Ouest. Les Américains étaient présents avec 300 000 GIs et plusieurs milliers d'armes nucléaires. C'est sur cette base-là qu'on a construit le traité de Rome. D'abord la conférence de Messine, 1955, puis la CECA, 1957, puis le traité de Rome. Et l'Union européenne n'existe que parce que le socle de sécurité était assuré par les États-Unis. Si les Américains retirent le tapis, il se passe quoi? Qui est-ce qui prend la charge de la sécurité de l'Europe? C'est ça la grande question qui est devant nous, et c'est ça qui explique d'ailleurs l'espèce de cacophonie, d'hésitation, de panique, sommet à répétition, coalition des volontaires, jusqu'à envoyer 30 types au Groenland pour dire, soi-disant pour stopper les Russes et les Chinois, mais en fait pour dire aux Américains, s'il vous plaît, ne venez pas attaquer un pays membre de l'OTAN, parce qu'on risque de ne plus avoir d'OTAN. Donc là, on est devant une contradiction terrible en ce moment. Je vais vous faire réagir quand même sur une anecdote dont on parlait un petit peu avant de démarrer l'émission. La date du G7, donc, qui va avoir lieu en France, a été décalée pour d'aménager, parce que Donald Trump assiste à une compétition de MMA pour son anniversaire à la Maison-Blanche. Voilà. Et donc vous avez un communiqué de l'Élysée très discret qui dit que finalement on va décaler d'une journée. Ça va être 17-19, je crois, au lieu de 15 ou 16 janvier. Voilà, sans explication. Et puis il y a un communiqué américain qui lui est beaucoup plus long, qui dit que les États-Unis étant de toute façon les leaders du monde occidental, il était normal que nos amis prennent en compte les problèmes d'agenda du président américain. Le problème d'agenda, c'est son anniversaire et puis un grand match de MMA à la Maison-Blanche, histoire de faire plaisir au président. Et tout le monde se couche. Quant au dossier d'actualité très chaud aujourd'hui au Groenland, c'est très amusant aussi. Moi, qui était président de l'Assemblée de l'OTAN quand même, je connais un tout petit peu la boutique, c'est assez cocasse d'être dans une situation où on envoie des soldats pour dissuader les Américains d'arriver quand même, tout en disant que ces soldats ne sont pas là pour ça. Alors que les Américains sont déjà là, hein. Ils ont une base. Je vais vous en dire un mot de là-bas. Non, c'est un truc de fou, parce qu'on envoie des types, très peu, hein, une trentaine de soldats. 15 Anglais, Français, 13 Allemands, 2 Norvégiens. Voilà. Mais pour dire aux Américains, bon alors ceux-là, ils sont censés protéger le Groenland contre les Chinois et les Russes, officiellement. Mais en réalité, c'est pour dire aux Américains, s'il vous plaît, ne venez pas attaquer. Imaginez que l'autre passe outre. On va demander l'article 5 contre le leader de la guerre. C'est une situation presque inédite, parce qu'il y a quand même la guerre entre la Turquie et la Grèce au sujet de Chypre, qui étaient deux puissances de l'OTAN. Bien sûr. Mais pas mêlant le président des États-Unis. Non, bien sûr. Ouais. Donc c'est très... Bon, en plus, Chypre n'est pas dans l'Alliance. Non. Mais le Groenland, j'ai découvert ça, a voté en 1982, lors d'un référendum, a voté à 53% contre son adhésion à l'Union européenne.
Donc quand on dit que les intérêts stratégiques, comme le dit Jean-Noël Barrot, de l'Union européenne, c'est le Groenland, c'est pas vrai. Enfin, la population avait voté contre. Il y avait eu c'est une longue histoire. Le Pentagone a toujours revendiqué le Groenland, puisqu'il savait très bien que c'est une zone stratégique. Il y avait plein de bases américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, même avant. Il y avait même les Allemands essayaient d'y prendre pied, d'y mettre pied pour des stations météo. Et c'est là que passaient les sous-marins. Voilà. Donc, pendant la guerre froide, il y a eu plusieurs choses que j'ai révélées d'ailleurs sur CNews. Je me suis beaucoup amusé. La première, c'est que la base au nord de Thulé, Pitufik. Voilà, Pitufik en langage inuit. Cette base-là a connu un léger incident en janvier 1968. Un B-52 porteur de 4 bombes thermonucléaires s'est crashé à l'atterrissage à Thulé. Les Américains ont retrouvé 3 bombes, la 4e est toujours dans la glace. Et dans le musée ce qui tient lieu de musée dans cette base américaine, il y a encore la porte du B-52 en question. Il y a eu un feu, heureusement ça n'a pas déclenché la réaction thermonucléaire, mais enfin la bombe elle est toujours dans le sol et il y a eu des radiations à cause de l'incendie de l'avion dont personne n'a parlé. Les Danois non plus. Donc les Inuits ont déjà payé ce prix-là. Et puis alors il s'est passé une deuxième chose au Groenland. À peu près en même temps. À partir de 1959-60, les Américains décident, tenez-vous bien, de construire une base de missiles sol-sol nucléaires au Groenland. Donc, dans des tunnels souterrains, sous la glace. Et ils construisent une deuxième base qui s'appelle le Camp Century, sur un territoire, tenez-vous bien, qui fait 3 fois la taille du Danemark, avec 600 missiles espacés de 6 km. Et dans la base, il y avait tout, une chapelle, un magasin, tout, et un réacteur nucléaire pour faire marcher l'ensemble. Les Américains pensaient que tout ça allait s'enfoncer dans la glace. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça s'est enfoncé, mais ça a en même temps amené les tunnels à s'enfoncer eux-mêmes, y compris au-dessus de la centrale nucléaire. Donc, à partir de 66-67, ils ont arrêté ça complètement. Ils ont rapatrié tout le monde, mais ils ont laissé 200 000 litres de diesel, tous les déchets radioactifs et tout le méthylène qui protégeait les condensateurs, la peinture. Donc énormément de pollution à l'intérieur de cette base, cadeau, dont personne ne parle. Votre serviteur a ressorti tout ça. Il est parti parce que je suis allé, moi, là-bas. J'ai vu l'installation américaine. Donc là, on est dans une situation complètement ubuesque. Donc on comprend que les Groenlandais n'aient ni envie des Danois, ni des Américains, en fait. Les pauvres, ils sont au courant de ça. Oui, mais enfin, en même temps, ils sont très riches, ils sont assis sur beaucoup de richesses. Donc je ne sais pas comment ça va se solder. Une des solutions possibles, naturellement, c'est de renforcer le traité de défense de 1951 entre les États-Unis et le Danemark. C'est le traité de 1951 qui leur a permis de construire tout ça. Ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. L'autre option, c'est de trouver un statut de territoire associé. Il y a 5 territoires, comme vous le savez, associés aux États-Unis, donc Porto Rico, les îles Marshall, Guam, etc. Donc ils peuvent parfaitement faire ça. Ou alors ils font ce que Trump veut, c'est je veux, ça c'est mon territoire. Et ce qui, après tout, c'est ce qui s'est passé avec l'Alaska, la Louisiane et quelques autres, et une bonne partie du Mexique. Donc une bataille pour le centre-ville de Nuuk, quoi. Oui, enfin c'est complètement cocasse. Et Trump a déjà dit que si les Européens cherchaient à empêcher ça, son choix serait fait. Entre l'OTAN et le Groenland, son choix est déjà fait. Donc l'OTAN, c'est peut-être la fin de... Le Groenland, c'est peut-être la fin de l'OTAN. Ça peut... De deux façons. Soit les Américains décident que ça va. Moi, je veux le Groenland, je me fous de l'OTAN. Soit de l'autre côté, on va pousser tellement loin qu'il y aura une crise, ou si jamais les Américains l'emportent, que les Danois ont déjà dit que c'était la fin de l'OTAN, ce qui est d'ailleurs exact, parce que ce serait l'emploi de la force militaire contre un territoire appartenant à l'Alliance. On est dans un monde de fous, et on est rentré dans ce monde-là. Donc ce basculement du monde, il est devant nous. On est dans une espèce d'interrègne, où le monde ancien s'est achevé. On avait beaucoup d'espoir à la fin de la guerre froide de constituer un ensemble. Ça a raté. En partie pour les Russes,
par les Russes et leur tropisme impérial évident, en partie parce qu'on a été incapables, nous, de proposer des solutions entre les Américains et les Russes. On a laissé cette confrontation se focaliser sur différents endroits, mais surtout sur l'Ukraine, qui était vitale pour les Russes. Donc on a ce problème-là. On a l'évolution du monde vers quelque chose de très anti-occidental. Et regardez ce qui s'est passé pour la France. Hein. On a été littéralement virés d'Afrique. Oui. Les Américains et les Anglais nous ont virés du Pacifique. C'était très sympathique. Donc nous devons réinventer notre politique étrangère, notre politique de défense, à un moment où le pays est très affaibli sur le plan institutionnel, politique et financier, surtout financier. C'est au pire moment, en fait. Oui, je dois dire qu'on est en face d'une... On a rendez-vous avec l'histoire à un moment où rarement la France a été aussi faible. Son système politique est paralysé, ses institutions aussi. Le président veut rester, donc il reste. Tout le monde reste. Mais vous posez cette question. Pendant 1 an et demi, il ne va rien se passer. Donc on fait de la gesticulation, on fait des discours. Encore hier à Istres, on explique qu'on va être fort pour être craint, mais j'attends de voir quel est le budget de la défense. Il n'est pas voté. On est même incapable de voter le budget. Je regarde en même temps les Allemands. Eux, ils y vont. Ils ont décidé de mettre 500 milliards dans la défense. Et dès cette année, ils vont passer à 150 milliards. Là, ils ont voté 50 milliards, l'Assemblée, pour du matériel. Ah oui, oui. C'est le budget de la défense française. Exactement. Quand l'Allemagne décide de faire les choses, il y a un débat, finalement il y a un accord, et là ils sont repartis pour un tour, donc on va très rapidement voir l'Allemagne émerger comme la première puissance sur le continent. Pensez que l'Allemagne va prendre la place de l'OTAN ? Ça peut. On peut être c'est le scénario que je développe dans mon livre, on peut être dans le scénario 1918, c'est-à-dire que le traité, l'accord de paix est mal foutu, et qu'au final, les petits pays européens se regroupent autour de l'Allemagne, marginalisant du même coup la France et l'Angleterre. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est très possible que ça recommence comme ça, et que l'Allemagne, vous verrez, soit l'un des pays qui se rapprochera le plus vite de la Russie dans l'après-guerre. Parce que les relations sont très profondes, anciennes, très anciennes, et qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Donc le risque, c'est qu'on rate ce train de la paix. On n'a pas su avoir de stratégie pendant la guerre du côté européen. On s'est contenté de suivre Biden. Et quand Biden est parti, catastrophe, on ne sait plus quoi faire. C'est la sidération, comme on dit. Enfin, mais là, on n'a pas su faire la guerre, et on n'a pas non plus de stratégie dans la paix. Sauf à dire qu'on va élargir. Mais c'est une folie. L'Allemagne, c'était quand même tirer une balle dans le pied avec cette histoire de Nord Stream, mais ça se répare. Et on sent bien que les Allemands sont prêts à renouer. La clé de leur économie, c'est quand même le gaz à bon marché. Comme je l'explique dans le livre, c'était pas du tout que Schröder. Non. La preuve, c'est que Merkel, jusqu'à la dernière minute, dernière minute en décembre 2021, voulait s'accrocher à son gazoduc. Le fait de ne plus avoir de gaz russe fait qu'on achète maintenant du gaz américain et qatari, 4 fois plus cher. Et que les Américains et les Qataris nous disent que si jamais il nous vient à l'idée, nous les Européens, d'aller mettre des barrières non tarifaires du style la taxe carbone, les taxes sur les multinationales et autres, ils coupent le gaz. La lettre a été envoyée par l'émir du Qatar et Donald Trump à la Commission. Donc on est dans une période où on est en train de subir, et ça c'est pas bon. En bon gaulliste, je suis atterré de voir à quel point on recule sur à peu près tout. Pourquoi ? Parce qu'on est faible. Il nous reste quand même une dernière question, parce que je sais que votre temps est compté. Il nous reste quand même de cet héritage du gaullisme la dissuasion. Une armée française qui, même si elle est squelettique, a quand même participé à vous évoquiez l'Afghanistan, l'Afrique, on a quand même une expérience. C'est pas les hommes qui sont en cause. Tout le monde reconnaît la bravoure, le professionnalisme de nos soldats. La question, c'est de leur donner les moyens d'être des soldats. C'est ça, l'argent n'était pas là. Pendant très longtemps, on l'a donné ailleurs, dans la dépense sociale et tout. Macron a bouché quelques trous, on doit le reconnaître, mais
on n'a pas changé d'échelle au sens où le Cornu lui-même dit qu'il faut au minimum 100 milliards par an pendant 10 ans pour reconstituer l'armée française. On en est loin. On en est loin et c'est un vrai problème. Alors qu'on se met dans... Quand on écoute le chef d'état-major des armées, quand il nous dit qu'il faut accepter de perdre nos enfants, qu'il y aura un choc avec la Russie... Oui, mais c'est là que le décalage est insupportable pour le citoyen que je suis. Il n'y a jamais eu autant d'écart entre les mots prononcés et la réalité. La réalité, c'est qu'on n'est même pas foutu de faire voter le budget. On ne sait pas si ça va être par ordonnance, par 49.3. Voilà. On est bientôt au mois de février, on n'a toujours pas de budget. Et de toute façon, le budget de défense tel qu'il est voté, même avec 3 milliards de plus, ne suffit pas. Parce que dans les dernières guerres, les dernières grosses guerres, la première, la seconde, on avait l'armée quand même. Enfin, on avait l'armée qu'il fallait. Là, on n'a pas l'armée qu'il fallait. Non, on n'a même plus l'endroit pour les loger, parce qu'on a vendu les casernes, figurez-vous. C'est quand même terrible. Oui. J'étais dans la commission avec Philippe Séguin, qui a supprimé le service à l'époque, et on était contre tous les deux. Mais Bercy nous disait, il n'y a pas d'argent. Et les militaires nous disaient, attendez, il faut choisir. Soit on fait les opérations extérieures, soit on fait une armée C'est la pire erreur de Chirac, ça? C'est une grosse erreur. Comme l'arrêt des essais nucléaires. Ouais. Parce que j'y étais aussi à Mururoa, le dernier essai nucléaire. Ouais. Et l'arrêt des essais, c'est une grave erreur, parce que vous allez voir reprendre les essais nucléaires. Les grandes puissances vont redémarrer les essais. Je suis sûr et certain. D'ailleurs, Trump l'a évoqué avec la Chine récemment. Il expliquait que les Chinois... tester, ou étaient en train de tester, et qu'ils avaient besoin de la base de Bagram, d'ailleurs, que vous connaissez. Il a proposé tout d'un coup de reprendre aux talibans. Les talibans ont dit non, on ne vous rendra pas Bagram. Une base extrêmement importante, que les Russes avaient déjà confectionnée, mais justement parce que la Chine n'est pas très loin, quoi. Bon. Tout ça est absolument... On pourrait en discuter pendant des heures. Ah oui. Merci. Il y a tellement de volets tout autour de ça. Le monde est en train de basculer, donc on est sorti d'un certain monde et on ne connaît pas le suivant. C'est la phrase de Gramsci qui disait... Là, on est plutôt dans une histoire de tripartition, États-Unis, Russie, Chine, avec d'autres nouveaux entrants qui veulent rentrer dans la compétition des empires. On voit bien qu'il y a une tentative de recolonisation pour les terres rares, et puis nous, en même temps, on subit une autre recolonisation à l'envers par l'immigration. Donc on est dans une situation qui est très très complexe, et pour des gens comme vous et moi, qui nous donnera du travail, je pense, pendant un moment. En espérant que personne ne fasse une bêtise, parce que moi... Quand vous dites engrenage... Mon inquiétude, c'est que quelqu'un fasse une bêtise comme en 1914. Voilà. Et là, par le jeu de l'enchaînement des alliances et tout est possible. Nous allons à la guerre comme des somnambules. Comme les somnambules, comme disait Christopher Clark. Voilà. Donc il faudrait essayer de calmer tout ça, en espérant qu'il y ait encore des hommes d'État parmi ceux qui nous gouvernent. Mais moi, je suis franchement inquiet de voir tout ce laïus autour de la guerre qui ne s'appuie pas sur l'effort nécessaire pour la faire, si on doit la faire. Alors qu'il faut tout faire pour l'éviter. Merci Pierre Lelouch, merci infiniment. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.